Et bonjour tout le monde, c'est Bruno de Wisdom. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire avec des fabuleux invités qui sont Ghassan et Jean-François, dont on va parler un petit peu après. Tout d'abord, le sujet dont on va discuter aujourd'hui, c'est la migration et les stratégies de migration pour passer de UNV à UNX. Et ensuite, on aura une deuxième histoire de Ghassan sur son cas client qui est autour de en fait, comment aller sur Snowflake. Donc, Ghassan, est-ce que tu veux dire quelques mots pour t'introduire auprès de tout le monde? Oui, bonjour, content de passer à ce webinaire. Je suis employé de Vidéotron, une compagnie de télécommunications. C'est ma 7e année et avant ça, j'étais au Canada national pour 15 années. Je suis l'architecte de système des plateformes BI, Business Objects, SAS et Tableau. Et Ghassan, dis-moi, je vois Pink Floyd derrière, c'est fait exprès? Ouais, Pink Floyd derrière et Dark Side of the Rock en avant. Donc, bon, ben, je suis pris avec ça, c'est bon. Ça va, ça va. Jean-François, est-ce que tu veux dire quelques mots? Oui, ben content d'être là aujourd'hui aussi. Business Objects, ça a été, je dirais, le clou de ma carrière. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, consultant indépendant pendant longtemps, et puis chez Wisdom depuis 2 ans. Mais pour le long run. Écoute, c'est cool. En tout cas, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui et puis donc de discuter du projet de migration et de conversion du NV à Unix de Ghassan et de la migration vers Snowflake. Comme d'habitude, pour tous nos events, en fait, écoutez, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on fera au mieux pour y répondre. Cet event est enregistré, il vous sera partagé dans quelques jours par notre équipe de marketing et il sera aussi disponible sur YouTube. Donc, vous inquiétez pas, il y aura un suivi qui sera fait comme vous êtes enregistré aujourd'hui. De plus, une chose qu'on apprécierait grandement, c'est si vous pouvez prendre quelques temps de scanner en fait ce QR code et en fait répondre à un survey qu'on est en train d'effectuer qui est autour de l'état de la gouvernance analytique. Donc, c'est un survey qui est extrêmement rapide à compléter et une fois que en fait, qui sera complété, qu'on aura compilé en fait et qu'on aura fait de l'analytique sur le survey, on sera ravi de l'échanger avec vous. Donc, c'est toujours intéressant de répondre à ce genre de survey-là parce que, en fait, on a un petit peu une impression de ce qui se passe dans l'industrie quand on voit les résultats. Donc, on a une idée et puis finalement, on voit ce que d'autres personnes comme vous ou moi, en fait, pensent aussi et où on en est aujourd'hui. Ghassan, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Vidéotron, comme en fait aujourd'hui tu vas parler du cas client Vidéotron? Vidéotron, c'est une compagnie qui offre services de télécommunication aux entreprises à Québec et on vient de s'ouvrir au Canada avec des filiales, avec l'achat de Freedom et avec le déploiement de Fizz, un service sur le cloud pour un self-service pour les télémobiles, téléphonie mobile et l'Internet résidentiel. Et c'est ça, donc c'est ma 7e, je suis rendu à ma 7e année et demie. Donc, comme je disais, on ouvre des services de télécommunication pour les compagnies affaires et résidentielles. Fibre Noire, elle offre des services de connectivité fibre optique. Fizz, c'est notre chouchou de télémobile service. Et le Club Helico, c'est un service de vidéo sur demande qui est l'équivalent de Netflix et des compagnies de streaming, avec l'exception que Club Helico produit ses propres séries
française ici au Québec et dans les pays où on parle le français, dans le pays francophone. Très bien. Donc, Ghassan, aujourd'hui, en termes de business subject, en fait, comment vous utilisez BO aujourd'hui? Et puis, en fait, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information sur ton, en fait, sur ton périmètre, sur l'environnement? Well, BO, apparemment, BO, ça fait depuis 2004-2005 que Vidéotron l'utilise. Moi, j'ai joint en 2016, début 2016, et on avait déjà une plateforme à peu près de 350 usagers actifs et nous avons des licences de 1000 usagers. Comme vous voyez, notre environnement consiste de 30 000 à peu près documents. On a baissé les univers jusqu'à 90, 275. On a fait un beau ménage et nous sommes présentement à la version 4.2 SP8 Fixpak 10. On a un projet de migration de notre entrepôt de données de DB2 à Snowflake. Et pour ça, on a dû faire une mise à niveau au 4.2 SP8 il y a 1 an et demi pour qu'on puisse être à un niveau de support de connectivité à Snowflake qui est supporté par Snowflake et SAP. Très bien. Et Ghassan, quand on a commencé à discuter, après on va rentrer en détail évidemment sur ton projet du NV-UNX, mais en fait, quand j'ai commencé à discuter avec toi, j'ai envie de te dire, il y a 1 an et demi, au début, tu disais, bon, Bruno, on n'a pas de budget, mais en fait, on sait que c'est un projet extrêmement chronophage. Et en fait, est-ce que tu avais essayé de discuter en fait avec les métiers pour qu'ils t'aident à faire ce projet-là ou pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On en a pensé, on a annoncé aux personnes clés des équipes métiers, sachant que tout le monde ici pour le moment à Vidéotron, on roule avec des effectifs minimum, question de budget. Et, donc, on sait qu'on s'attaquait à un gros projet parce qu'il y a deux phases. C'est la migration des données en arrière de l'infodépôt, le dépôt de données vers un dépôt de données dans le cloud comme Snowflake et en même temps profiter de cette occasion pour migrer nos univers UNV à UNX, sachant que ça dans pas longtemps, le UNV sera plus supporté. Donc, on a décidé de faire un projet à 2 étapes et surtout pour il fallait qu'on nous on sort le plus vite possible de DB2, question de licence et de fin de vie de la plateforme DB2 que nous on avait. Donc c'était l'occasion de faire les deux mini-projets dans un an, tout en minimisant l'implication de l'équipe métier quand ça serait le temps de faire les tests parce que on connaît déjà la réponse et ils n'ont pas les effectifs et le temps nécessaire pour le faire. Donc, il fallait qu'on arrive avec votre solution pour au moins la partie de test, la minimiser le plus possible et pour les équipes métiers et pour nous. Ok, ouais, j'avais souvenir de ça concernant le budget. En fait, pour être très sincère avec toi, c'est ce qu'on entend de toutes les plateformes BO de manière générale, c'est qu'il y a moins en moins de budget et finalement tout le monde veut en faire plus avec moins de ressources. Donc c'est pour ça que en fait les outils 360, enfin les solutions 360 sont très importantes. Jean-François, concernant UNV et UNX, bon, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de timeline et puis sur les conversions? Eh bien, commençons peut-être par l'historique. Les UNX, le nouveau format, ont été introduits il y a 11 ans, et même plus. Et il comporte toutes les nouveautés que SAP produit maintenant, tous les nouveaux produits
qui sortent ne fonctionnent qu'avec les Unix. Donc, c'est quelque chose de vraiment important dans l'écosystème BusinessObjects. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas passé à ça? De plus, comme on le sait, la prochaine version de BusinessObjects, BI 2025, ne supportera plus du tout les UNV. Donc là, on fonce tout droit vers un mur. Et encore une fois, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas converti? Et bon, c'est quelque chose qu'on a vu dans le passé avec Desky, c'est que c'est un processus qui est relativement pénible. Contrairement à ce que beaucoup de gens encore toujours aujourd'hui imaginent, quand on convertit un UNV en UNX, et c'est une conversion qui est très simple, ce n'est pas réellement une conversion sur place. Ce qui se passe, c'est que une deuxième copie dans un nouveau format est créée, mais tous les documents, tous les Webby qui utilisaient l'UNV pointent toujours sur cette vieille version. Et là, maintenant, il faut aller modifier tous ces documents, les faire pointer vers une nouvelle version. Et ben, c'est là que ça prend énormément de temps. C'est un gros projet. Et c'est pour ça que beaucoup de compagnies ont hésité à le faire jusqu'à présent. Ouais, tu sais, quelque chose qui me frappe à chaque fois, c'est bon, moi, ça fait plus de 9 ans que je fais ça. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on discute avec des clients, et tout le monde est au fait du deadline. Et puis, bon, tout le monde se dit, bon, ça va être repoussé, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que il y a déjà tellement, encore une fois, il y a tellement peu de ressources qui sont allouées de manière générale à la gestion de la plateforme que finalement, les gens se disent, bon, j'ai pas le temps de le faire en ce moment. Il y a toujours des choses à régler, des choses importantes à régler pour les utilisateurs, des problèmes de scheduling. Bon, il y a toujours beaucoup de travail à faire sur la plateforme. Donc, du coup, les gens se disent, je vais pas le faire tout de suite, je vais le repousser. Sauf que là, vraiment, c'est la fin. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on entend de manière systématique. Ghassan, j'ai une petite question pour toi d'Emeric, bon, qui serait peut-être pas mal d'aborder tout de suite. Emeric demande, dans le cadre de la migration UNV et UNX, pourquoi l'avoir réalisé avant un upgrade en 4.2 à 4.3, sachant que 4.3 maintient le support des UNV jusqu'en 2027? Lorsqu'on a décidé la décision de se connecter à migrer le back-end à Snowflake, la version 4.3, le retour dans les recherches qu'on a faites et des consultants qu'on connaissait, le retour c'était 4.3 n'était pas stable. Et déjà en partance, 4.3 amène un changement drastique dans l'interface et dans les fonctionnalités. Donc, et encore, on n'avait pas le temps ni le budget d'assigner pour une migration majeure de BO. On a décidé d'aller au moins se pointer vers un service pack qui lui supporte la connectivité native à Snowflake. C'est encore question stabilité de la plateforme 4.3 et les budgets et ressources pour une migration majeure de BusinessObjects. Et je serais très curieux de savoir d'ailleurs de la part d'Emeric, s'il veut mettre quelque chose dans le chat, je serais curieux de savoir combien d'univers et combien de documents il doit repointer. Donc en fait, sur ce qu'on va étudier aujourd'hui, on va étudier la partie manuelle, ensuite la partie avec l'Automation Framework, et puis la partie sur 360. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie manuelle et peut-être intervenir avec Jean-François là-dessus, Ghassan? Est-ce que comme on voulait essayer, étant donné que ça vient avec l'installation de BusinessObjects, ça s'appelle Automation Framework. Mais malheureusement, ça fait pas trop la job qu'on voulait que ça fasse. C'est conçu pour des petites affaires, des petits projets de 2 univers, 5 rapports, parce que plus que ça prend beaucoup de manipulation. Et aussitôt que l'univers devient un petit peu sophistiqué et que les rapports deviennent un petit peu plus complexes, il y avait on n'était pas capable de nous rendre à plus de 20% de succès sans compter le temps qu'il fallait passer juste pour
tu convertis le rapport dans UNV, UNX et tu changes le back-end de DB2 Snowflake, rouler le rapport dans les deux environnements et faire la comparaison. Et la comparaison, on a dû se fier à Beyond Compare ou des outils comme ça pour faire la comparaison, mais ça donne pas, ça fait pas une comparaison d'image à d'image. On sortait dans un fichier texte, on comparait les deux fichiers texte avec Beyond Compare. C'était pénible à faire la comparaison et arriver à un constat. Oui, mon rapport, il passe le test ou il passe pas. Donc, on perdait beaucoup de temps à corriger des petites affaires juste pour qu'on puisse sortir un extract et faire une comparaison. Et le gros du temps était perdu dans les comparaisons. Donc, ça nous prenait un outil qui au moins sort les résultats dans un format qu'on peut utiliser ensuite avec un outil pour faire une comparaison qui prendrait 30 secondes. Je compare les deux extracts et s'il y a une différence, il va me pointer directement à la différence là où il y a une différence entre les deux fichiers, les deux extracts. Et Ghassan, une autre chose que, donc, hormis, tu vois, les problèmes où tu avais des échecs dans 80% des cas ou 20% de taux de conversion, et les problèmes de test et de documentation, en fait, tu avais un autre problème qui était autour du backup, en fait, s'il y avait un problème dans le process. Oui, sachant qu'il faut qu'on protège la version qui roule présentement en production et qu'il y a beaucoup de manipulations, que ce soit avec un outil ou que ce soit avec le passage de DB2 à Snowflake et qu'il y a de syntaxe dans les queries qu'il fallait ajuster, corriger et que on touche à des univers qui sont connectés à 200, 300, 500 rapports. Donc, on ne peut pas faire le test de 500 rapports, mais on se monte une batterie, on teste la batterie, et si la batterie passe, on graduellement fait le repointage. Donc, tout en faisant ça, il fallait qu'on soit sûr que si jamais on est en production et que la business va nous retourner avec un problème, un rapport qui ne sort pas comme il fallait sortir, on devait avoir un mécanisme pour restaurer la version qui était là avant la migration, le temps de corriger le problème dans un environnement de développement. Donc, l'outil 360 Plus, c'est comme notre protection pour dire peu importe qu'est-ce qu'on fait, si jamais on frappe un mur, on tombe sur un problème qui ne se résout pas en 2 minutes, on restaure sélectivement les rapports qui tombent en échec ou qui fonctionnent pas comme ils fonctionnaient. Donc, on a l'esprit tranquille que peu importe qu'est-ce qu'on met en production, si jamais un problème est spoté, on peut sur le champ faire un restore sélectif des rapports qui ont été touchés par la migration. Et c'est ça ce qui nous rassure en avançant. Ouais, ce qui était intéressant là, c'est comme c'est sélectif, en fait, on peut retourner à des versions précédentes et puis surtout au niveau de l'objet. Donc ça, c'est très pratique. Jean-François, en termes de migration, comment ça se passe manuellement? Bon, le process est en 3 phases essentiellement. La première chose, c'est bien entendu de convertir les UNV en UNX. Opération relativement simple et rapide avec le IDT, le Information Design Tool. Si vous avez un grand nombre d'univers, bon, on offre une solution qui permet de le faire en batch, comment dirais-je, en lot. Mais c'est à partir de là que le gros du travail intervient. Donc, la première chose à faire, c'est de repointer les documents donc, qui, pour l'instant, utilisent l'UNV vers la nouvelle version, vers l'UNX. Et c'est une opération extrêmement manuelle, surtout si les documents sont un peu complexes. Il faut ouvrir un document à la fois, faire le repointage, s'assurer que ça a l'air de fonctionner. On ne parle pas encore de test ici. Et resauver donc la nouvelle version.
Et justement, la troisième phase, c'est celle qui est la plus chronophage et celle que personne ne veut faire. C'est la validation. Tester que les résultats sont toujours les mêmes. Et comme nous le savons tous, quand on passe d'une version de quelque chose à une autre, les risques d'avoir des divergences sont très grands. Donc, tester comment on fait tourner les documents dans deux environnements différents, on les compare à l'œil, faire quelque chose d'abord relativement aléatoire, sujet à beaucoup d'erreurs humaines et surtout pas amusant du tout. Et juste une chose, j'ai vu un retour d'Emeric là dans les questions et bon, Emeric, il a, pour information, il a plus de documents que toi, Gassan. Donc en fait, Emeric, là, si tu veux, la réponse, elle est plutôt claire. C'est que 360, en fait, là, par exemple, pour Gassan, c'était probablement, s'il faisait ça manuellement dans son travail, ça lui aurait pris probablement plus de 3 ans. Et en fait, il faut mettre les choses dans ton contexte. C'est qu'aujourd'hui, pour toi, si tu es en 4.3, oui, effectivement, tu vas avoir un support qui va être un petit peu plus loin de SAP, mais après, il faut bien distinguer le priorité 1. Et donc, en fait, dans ton cas à toi, tarde pas trop parce que ça va, vu le nombre de, pas d'univers parce que c'est pas une quantité très importante, mais vu le nombre de documents que tu as, si tu fais ça manuellement, en fait, c'est un projet pharaonique et je serais très surpris que tu les aies convertis, repointés et testés avant la fin de 4.3. Donc, voilà. Très bien. Donc, après, en termes de framework aujourd'hui, bon, ça fait plus de 15 ans en fait qu'on supporte Business Objects. Je crois que ça va faire 17 ans. Et en fait, avec le temps, on a mis en place en fait des frameworks pour les migrations, pour énormément comment être GDPR compliant, comment être SOX compliant, etc. Évidemment, on a fait un framework pour de passer du NV à UNX. Donc, comment convertir, comment repointer, comment tester. En fait, voilà, là, en fait, vous avez un schéma avec les 6 étapes qu'on propose. Et dans le suivi, en fait, vous auriez un lien ici qui est sur YouTube qui permet de voir en détail comment on procède pour chaque étape. Mais bon, très simplement, en fait, on commence toujours par un backup. Après, comme on a fait avec Gassan, on va aller dessus, c'est qu'on fait un audit pour savoir combien il y a de documents en fait à convertir, combien il y a d'univers, surtout combien il y a de custom SQL, donc on va y revenir après. Après, on va analyser l'usage et le non-usage pour savoir ce que l'on peut mettre de côté. Et puis, évidemment, à partir de là, on va convertir l'univers, puis on va repointer les documents et évidemment, on va tester. Donc, pour le faire avec 360, in fine, Gassan, comment tu fais ça aujourd'hui? C'est ça, ce qu'on fait, on sort une liste, on y va par univers. Donc, on sort la liste des rapports qui sont connectés à cet univers avec l'outil 360 et ensuite, dans la liste, on a la liste de qu'est-ce qu'il faut convertir et repointer et on se monte une liste pour tester. Une fois toute la liste de tests passe, OK, donc on migre l'univers en production et dépendamment de la quantité des documents, étant donné qu'en production, on va toujours avoir le UNV jusqu'à un certain moment, donc ça nous permet de convertir au fur et à mesure les documents de UNV, repointer les documents de UNV à UNX, tout en rodant un petit peu ce qu'on met en production. Et une fois, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, s'il n'y a pas de billets, s'il n'y a pas de problème, on lance la machine du repointage de la balance des rapports bio. Et c'est un processus simple. On sort la liste des documents connectés à l'univers et on le sort dans un chiffrier. On fournit ce chiffrier au processus 360 Suite, le module de repointage. Il fait le tour du chiffrier et repointe les documents. Donc, c'est plus on met plus de temps à préparer ce qu'on fait que une fois on se lance,
ça devient un petit peu automatisé et peut-être plus simple. Le gros de temps qui est fait, c'est en analysant, s'assurer dans la batterie de tests qu'on a, s'assurer que tous les tests passent. Et c'est là où on met le plus de temps. Et comparé à ce qu'on faisait avec Automation Framework, ça se compare même pas. On passait des jours à comparer. Là, c'est une question de quelques heures de comparaison. Juste sortir les extracts et faire la comparaison. Sachant le gros du travail dans notre cas, c'est la migration vers Snowflake, parce que DB2 à DB2, UNV à UNX, il y a presque pas de changement. Le risque, c'est lorsqu'on repointe à une base de données différente dans un back-end différent, la syntaxe, elle change. C'est là où on se concentre plus sur ajuster l'univers connecté à Snowflake pour retourner les mêmes données, les mêmes résultats qu'on a avec DB2 pour arriver à une conclusion que lui, la migration Snowflake, elle est correcte. Elle est bonne. Très bien. Jean-François, en fait, à chaque fois qu'on fait un assessment, comme on a fait d'ailleurs avec Ghassan, on discute toujours des stratégies de repointage et des stratégies de test. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les stratégies? Et puis, Ghassan, tu peux intervenir après sur la stratégie que toi, tu as choisie. Les stratégies sont extrêmement variées, bien entendu. Ça dépend énormément de la structure, de l'organisation, de la société, je dirais de la taille du déploiement, etc., etc. Donc, il y en a quelques-unes de stratégies qui viennent à l'esprit. Travailler pour un département, une partie de l'entreprise à la fois. Donc, on fait tous les univers, tous les documents, mais pour je dirais, un aspect du métier spécifique. Ou bien on fait un univers à la fois, toujours pour un département spécifique. Ou bien alors à travers tout le système, on travaille un univers à la fois. Enfin bref, il y a un grand nombre de stratégies différentes. Ce qui est important, c'est de voir que 360 permet de s'adapter à votre stratégie, quelle qu'elle soit. Donc, grande flexibilité, grande souplesse pour s'adapter aux besoins particuliers de l'entreprise. Ghassan? Oui, et dans notre cas, étant donné qu'on est en pleine migration DB2 à Snowflake, donc avec l'outil 360 notre stratégie était d'aller par univers parce que il fallait identifier si toutes les tables DB2 ont déjà été migrées et elles sont chargées au bon moment le matin, après les heures de travail, avec les données de production. Donc, la stratégie, c'était on allait un univers à la fois parce que ça nous permet, de un, c'est les univers ne sont pas spécifiques à des métiers spécifiques. Et c'est la majorité de nos univers, c'est des univers publics accessibles par tous les métiers de la compagnie. Là, donc, là, ce qu'il fallait, dans notre cas, c'était on identifiait les tables utilisées par les univers. Et au fur et à mesure que l'équipe de l'entrepôt fait finaliser la migration des tables DB2 à Snowflake, on cochait nos tables qui étaient migrées. Une fois toutes les tables dans l'univers migrées, on s'attaquait à l'univers pour le migrer et repointer les documents de cet univers. Donc, c'est la stratégie un univers à la fois. Et toujours une chose qu'il faut insister, c'est que chaque environnement est spécifique en fait. Donc, chaque organisation utilise business objects différents. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important avant de faire un pilote, comme on a fait avec Vidéotron et toi, Ghassan, avec Jean-François. En fait, c'est de faire un pilote pour déterminer quelle est la meilleure stratégie de repointage, de test. Ça, c'est vraiment quelque chose où la planification, en fait, il faut planifier parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous allez perdre énormément de temps après.
Après, en termes si je peux, j'aimerais bien répondre rapidement à une question de Sylvain. La question portant sur quid des documents qui ont plusieurs univers. Les solutions permettent de repointer plusieurs. Donc, si un document pointe sur plusieurs univers, il est possible en une seule passe de repointer tous les univers. Donc, pas de souci de ce côté-là. Très bien. Après, en termes de stratégie de test, Jean-François, qu'est-ce que tu veux dire et qu'est-ce qui a été choisi par Ghassan? Donc, en matière de stratégie, encore une fois, bon, souplesse ici, tout dépend de la société, dépend aussi énormément de la taille, du nombre de documents. Donc, en théorie, on peut tester tous les documents publics. On pourrait même concevoir de tester les documents privés, mais je pense que ça se fait relativement rarement. Si le nombre est très grand, bon, je pense à l'exemple qui a été cité dans la question ici de plus de 50 000, on va probablement plutôt faire un test d'échantillon. Alors, comment choisir l'échantillon? Une méthode, c'est la méthode aléatoire, qui n'est pas nécessairement la meilleure, ou alors on utilise des échantillons représentatifs sur base des métadonnées qu'on extrait de BusinessObjects. Quels sont les documents les plus utilisés, quels sont les utilisateurs les plus intensifs et donc quels documents ces gens-là utilisent, et puis aussi l'aspect stratégique des documents, même si l'utilisation est relativement modérée, certains documents sont tellement importants qu'on ne peut pas se passer de les tester. Donc, encore une fois, plusieurs stratégies possibles, mais quelles qu'elles soient, on peut les, comment dirais-je, les exécuter. Ghassan, qu'est-ce que tu peux nous faire un retour là-dessus? Oui, dans notre cas ici, lorsqu'on s'attaque à un univers, on identifie le document et parmi les rapports qu'on sort, c'est la liste des rapports connectés à l'univers et ensuite la liste des rapports dans cette liste-là, c'est les rapports par usager. Donc, on envoie la liste à chaque usager, on lui envoie les rapports dont il est propriétaire et on lui demande de faire le ménage dans cette liste-là, qu'est-ce qui devrait être migré, qu'est-ce qui ne sert plus. Et à ce stade-là, on profite un petit peu d'aller faire le ménage avant de tout repointer. On ne veut pas repointer et valider et faire des tests sur des rapports qui ne servent plus, qui ne sont plus utilisés. Donc, c'est à cette étape-là où on implique les propriétaires des documents pour faire un petit ménage dans qu'est-ce qu'on leur envoie. Et en fait, une chose aussi qui est intéressante dans le test, c'est que finalement là, et je trouve que c'est plutôt bien joué en fait de ta part et de la part de Vidéotron dessus, c'est que en fait ici, comme vous êtes encore en 4.2, finalement c'est un environnement que vous connaissez très bien. Donc c'était plus simple pour vous de faire toute cette partie-là en 4.2 sans des variables en disant bah, il va y avoir peut-être des problèmes différents en fait en allant en 4.3. Donc vous êtes resté sur du 4.2. Vous avez mis le test. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que finalement, 360 avec les processus de test derrière, en fait, vous allez pouvoir continuer à faire des tests continus ensuite quand vous allez aller sur 4.3, parce que vos tests, en fait, ils seront déjà créés. Donc, du coup, la partie de préparation qui est toujours un petit peu longue dessus parce qu'il faut rentrer les bonnes valeurs, etc. En fait, après, c'est très facile de recycler toute cette partie-là. Ghassan, j'avais une autre question pour toi qu'on n'a pas abordée, qui était la question, et je n'ai pas le terme français, je suis désolé, mais pour tout ce qui était freehand SQL. Comment, donc ça c'est quelque chose qui était important, qu'on avait déterminé pendant l'audit. Comment ça a été géré chez vous? Ben, le freehand SQL, sachant qu'on a beaucoup notre priorité, c'était de migrer le plus vite à Snowflake et que le freehand SQL, on avait déjà dit aux usagers, tout ce que vous faites custom freehand, mais on est là pour vous donner un coup de main, mais on n'est pas là pour le faire pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est on a préparé un chiffrier qui fait la syntaxe en DB2, l'équivalent dans Snowflake, c'est quoi?
Et une fois c'est le temps de s'attaquer au freehand SQL, mais on va fournir ce chiffrier aux développeurs pour leur donner un coup de main dans la migration de leur SQL à eux. Donc, mais on n'en a pas beaucoup de freehand SQL et c'est là où on profite aussi de voir est-ce que c'est un document qui est nécessaire pour la migration. Et j'allais juste dire encore pourquoi qu'on n'est pas allé de 4.2 à 4.3 pour le projet, c'était de minimiser les changements. On connaît très bien la 4.2, dès qu'on a un changement majeur côté back-end, et là, la 4.3 qui elle amène son lot de changements. À un moment donné, on ne voulait pas faire trop de changements en même temps. Ouais. Et moi, je pense que c'était vraiment la bonne stratégie. Et juste pour en revenir pour tout ce qui était custom SQL, donc c'est quelque chose où de manière récurrente, et Jean-François, tu pourras probablement le confirmer, mais c'est quelque chose où il faut toujours travailler avec les métiers. En fait, dessus, évidemment, il faut faire une analyse avant de savoir combien il y en a. Est-ce qu'ils sont utilisés ou pas utilisés, surtout? Parce que ceux qui ne sont pas utilisés, par exemple, dans les 13 derniers mois, bah, probablement, ça ne sert à rien de les traiter. Et puis, en fait, bah, comme c'est un process manuel là-dessus, évidemment, il faut discuter avec les métiers. J'ai un commentaire qui est intéressant de la part de Serge, en fait, Serge, en fait, est le manager de Gassan. Donc, Serge gère, en fait, la BI chez Vidéotron. Et quand on discutait de planification, et je sais que c'est un sujet qui est très important pour Serge et pour l'équipe de Vidéotron, Serge mentionne la planification et la preuve de concepts permettent également d'avoir chiffres et résultats à l'appui, un dossier solide pour obtenir un budget et déployer. Donc en fait, ça c'était quelque chose où Vidéotron était extrêmement à cheval, à savoir, OK, on est intéressé pour le faire, mais qu'est-ce que ça va nous coûter? Qu'est-ce qu'on va économiser en termes de temps? Bon, c'est des questions que finalement tout le monde a, mais au bout du compte, bah, c'est toujours bien de discuter. Mais si on n'a pas fait un assessment, si on n'a pas cherché à tester comme ce qui a été fait de manière extrêmement méthodique chez Vidéotron, finalement, en fait, c'est difficile de monter un dossier. Donc, par exemple, ici, ça, c'était une étude qu'on avait fait avec Vidéotron sur le temps de migration, le temps de conversion, le temps de test. Et notamment, quelque chose qui est important sur le test en lui-même, c'est que en fait, souvent, ce qu'on recommande, c'est de tester 10 à 20% des échantillons. Donc, ça dépend de la taille du déploiement et puis surtout, ça dépend du nombre de documents que vous avez dans la partie qui est publique. Donc, aujourd'hui, en termes de ROI, est-ce que tu confirmes, c'est à peu près quoi, 95% de temps économisé, Gassan, avec ton retour d'expérience, ou est-ce que tu te dis c'est des trucs de Bruno, demandeur, ou est-ce que c'est réel? Pour avoir essayé de le faire sans un outil qui automatise le gros de la tâche, oui, c'est facilement ce plan-là. Et ce qui est important ici, on le fait avec une intervention minimale de la business. Donc, eux, ils se concentrent sur leurs affaires. La seule question qu'on leur demande, c'est dites-nous dans cette liste-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on migre et qu'est-ce qu'on peut enlever. Donc, on est avec un minimum de ressources, on est capable de faire beaucoup avec le fait que le gros de la tâche, à un certain moment, elle devient automatisée. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, on a en gros 95% de temps sauvé, oui. Bon, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle et c'est quand même pour ça qu'on fait ça dessus. Donc, ça, c'est plutôt très bien et en ligne d'ailleurs avec ce qu'on entend de nos clients. On a une question de Sylvain, en fait. Quid des rapports pointant sur plusieurs univers? Vous avez repassé une couche autant de fois que, enfin, en fait, vous avez repassé une couche autant de fois qu'un rapport était impacté par univers? Oui, enfin, je pensais avoir répondu à cette question-là. Donc, en effet, on peut traiter en une seule passe des documents avec plusieurs. Excuse-moi, je suis désolé. Ouais, c'était. Excuse-moi, autant pour moi. Et ensuite, il y a une autre question dans un exemple de migration, donc une question de Erwan, dans un exemple de migration d'un univers UNV vers UNX avec 500 rapports BO.
dans l'environnement de production, rattaché à cet univers. Comment se gère la planification quotidienne? Est-ce qu'il est possible de repointer, valider et tester la migration de l'univers en une journée via 360? Que faut-il prévoir? Où faut-il prévoir une période de gel des planifications en production? Et si oui, combien de temps faut-il prévoir? Ça, c'est Beaucoup de détaillé. questions en en un seul paragraphe. Bon, d'abord, soyons clairs, c'est très difficile d'estimer sans connaître les détails du système, la performance, etc. Cela dit, les chiffres annoncés ici, un univers et 500 rapports, ça semble raisonnable. Je pense que ça doit être réalisable en une journée ou peut-être en un week-end. Quant au gel des planifications, je dirais que pendant le processus lui-même de repointage, il serait judicieux peut-être d'arrêter les planifications parce qu'on va se retrouver assis entre deux chaises à un moment donné. Mais en dehors de ça, une fois que la validation est faite et qu'on a confiance dans les nouvelles versions, il n'y a pas de raison de geler quoi que ce soit. Donc, une journée ou deux pour un petit système comme ça ou une petite partie de système comme ça semble raisonnable. Ouais, et j'ajouterais une chose dessus. Ce qu'il faut savoir, Erwan, c'est que en fait, il faut, encore une fois, comme on a fait avec Ghassan, en fait, il faut planifier, il faut faire un assessment. C'est quelque chose où je te suggérerais de contacter Franck ou Rémi, par exemple, chez Wisdom, pour discuter avec toi peut-être de faire un assessment et de faire un pilote, pour avoir une idée de combien de temps ça va mettre. Et une autre chose qui est importante, c'est que 360 est dépendant du SDK. Et parfois, il peut y avoir quelques problèmes. Donc, parfois, nous aussi, nous pouvons avoir quelques problèmes qui sont de manière générale plutôt minimes. Mais on a parfois les mêmes limitations que BO peut avoir là-dessus. Sauf que quand tout est bien aligné, en fait, on est capable de faire ça en masse. Et c'est ça ce qui rend les choses extrêmement efficaces. Je voulais juste ajouter vite. Oui. Si c'est juste un passage de UNV à UNX sans changement de back-end, on part toujours de la même base de données, même système de base de données en arrière. C'est juste une question, le gros du temps qui sera mis, c'est de préparer, de fournir la liste des rapports au système 360 pour qu'ils puissent gérer, faire le repointage, ça fait vite. C'est juste, il faut monter la liste des rapports. Donc, si tu as le 360 tu sors la liste des rapports connectés à l'univers que tu viens de migrer. Tu fournis cette liste au process 360 Suite qui, lui, il va faire le repointage. C'était quoi le ID de l'ancien univers, l'ID du nouveau univers. Ça peut prendre une couple d'heures juste à le faire. Je l'ai essayé là dans le cas de passage de UNV à DB2 à UNX DB2. Ça, le processus est simple. Peu importe le nombre de rapports qu'on a, je peux fournir une liste de 500 rapports. Nous, on a décidé on va y aller par batch, juste pour pas planter le processus de 360. On a essayé à 250 et ça a fonctionné. Mais c'est juste, tu peux le fournir par lot. Et ça prend juste le temps que l'outil, le module 360, ouvre le rapport, remplace le data provider, l'univers du data provider au nouveau et il le repointe. Donc, c'est 2-3 jours, ça se fait. Bon, on va prendre une dernière question avant de passer au sujet suivant. Bon, c'est cool, on a pas mal de questions. On a une question de Yann pour toi, Jean-François. Quid des performances du repointage? Plus d'une minute par Webby, 1 minute par repointage d'univers. Si 3 univers dans mon Webby, 3 fois 1 minute. Quel est l'ordre de grandeur en distinguant peut-être Webby dit complexe et simple? Donc, qu'est-ce que toi, tu peux dire en fonction des retours de clients là-dessus, Jean-François? Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas de chiffres très précis, mais le processus est très rapide en fait. Effectivement, c'est de l'ordre de grandeur de la minute par document et ça dépend de beaucoup de facteurs. Encore une fois, un des facteurs les plus importants,
c'est la performance du système, combien de, comment dirais-je, quelle est la puissance du système, quel est le nombre de processeurs Webby, etc., etc. En fait, je serais même tenté de me tourner vers Ghassan. Quelle est ta perception de ce côté-là? Je suppose que tu n'as pas fait d'analyse précise, mais peut-être avoir une idée de l'ordre de grandeur. Ben, c'est ça, la vitesse pour repointer, ça, c'est jamais plus qu'une trentaine de secondes, juste le fait de repointage. Une fois, le gros du travail, c'est le gros du temps est passé dans la préparation. Mais une fois tout est prêt, tu lances le processus, c'est presque instantané. Donc, juste dépendamment combien de data providers qu'il y a dans un rapport et de la complexité, mais j'ai pas vu un rapport qui prend plus que 30 secondes pour être repointé au nouveau au UNX qui est généré. Très bien. Merci Ghassan. Merci Ghassan. Donc en fait, on a un autre cas où on aimerait avoir ton retour d'expérience en fait, qui est donc vous êtes passé de DB2 pour aller sur Snowflake et vous utilisez aussi 360 là-dessus. Donc en fait, évidemment pour ce genre de projet-là, évidemment il faut être il faut passer en UNX. Et il faut être aussi en 4.2 SP8, donc ce qui explique aussi pourquoi vous êtes aujourd'hui en 4.2 SP8. Est-ce que tu peux nous dire en fait quels ont été tes challenges, et puis après on va rentrer un peu plus en détail, mais quels ont été les challenges pour toi sur ce projet-là? Le challenge, c'est étant donné que le back-end il change, c'est la syntaxe, trouver l'équivalent de la syntaxe et des queries qui sont dans DB2 et trouver l'équivalent dans Snowflake. Sachant que les personnes, les analystes et développeurs qui ont développé ces rapports, ces univers, ou bien ils ont pris leur retraite, ou bien ils ont changé de département ou de compagnie. Donc, on est pris avec une plateforme que nous, on a fait l'administration et l'architecture, mais on n'était pas les développeurs de cette plateforme-là. Donc, c'est pour cela la partie, c'était la partie complexe, c'est la migration à Snowflake. Étant donné qu'il y a beaucoup de changements de syntaxe, il faut avoir un minimum de connaissances SQL et trouver l'équivalent d'une syntaxe qui passe pas dans Snowflake, qui vient de DB2 et qui passe pas dans Snowflake, pouvoir la réécrire avec une syntaxe Snowflake. Très bien. C'est ça le gros du travail. Ouais. Il y a le test, et puis ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ouais. En fait, ce qui avait été assez intéressant quand on a discuté avec toi et puis avec Serge, en fait, à un moment, on avait une question qui était autour des performances de Snowflake. En fait, pourquoi vous avez été sur Snowflake? Bon, je connais la réponse parce que sans trop m'avancer, je pense que au mois de novembre-décembre, j'ai été visiter probablement une vingtaine de clients et il y avait plus de 60% des clients, en fait, qui sont allés sur Snowflake. Donc, j'ai eu les mêmes réponses que ce que Ghassan probablement va partager là. Donc, pourquoi vous avez été sur Snowflake? C'est performance et malléabilité. Les coûts, on jugera des coûts après avoir roulé longtemps sur la plateforme, mais c'est surtout pour les performances. On passait de queries qui prenaient 2 heures, 3 heures et demie à quelques secondes, pas plus qu'une minute et demie. Ça du côté de BO. Et on est dépendant aussi de la préparation des données de data stage. On a le chargement des données pour les mettre à jour. Ça en prenait des heures et des fois, on se rendait même à 10h30, 11h le matin avant qu'on puisse lâcher la table, le back-end pour les rapports parce que le chargement n'avait pas fini. Donc, c'est incroyablement vite charger les données et c'est aussi vite aller questionner, faire des retrieves sur les données. Et
Et la raison pourquoi aussi on a opté pour l'équipe de back-end, elle a opté pour Vidéotron, c'est le fait de pouvoir créer des silos de données pour les projets, pour les départements, sans nécessairement copier les données et faire un transfert de données. On leur crée la metadata qui le pointe vers les données de production dans leur boîte sandbox, dans leur boîte de sable, où les projets ils peuvent travailler avec des données qui sont presque, ce sont des données de production sans avoir à copier et déplacer et écrire des scripts de transfert de données. Donc, ça facilite beaucoup la vie à l'équipe de back-end et pour le côté front-end, la performance, ça se compare même pas. Ouais, et puis je pense que vous verrez chez Vidéotron, encore une fois, ça fait plusieurs années qu'on fait on supporte des migrations en fait pour aller vers Snowflake sur BO. Et en fait, on a toujours le même retour où vraiment les coûts de manière générale sont vraiment bien moins élevés. Et d'ailleurs, à ce sujet-là aussi pour Snowflake, donc avec notre solution de métadonnées, on supporte aussi maintenant Snowflake, donc on est capable d'avoir ça comme base de données. Jean-François, en termes de processus manuel, qu'est-ce que tu peux dire pour aller sur Snowflake? Le gros souci, bien entendu, ce sont toutes les fonctions qui sont propres à la base de données de départ et Snowflake, donc en DB2 et Snowflake dans cet exemple. Certaines fonctions sont spécifiques au moteur de base de données, donc la façon d'exprimer la même opération peut être complètement différente, sensiblement différente de l'un à l'autre. Donc, ce qu'il faut faire si on veut travailler manuellement, c'est d'abord trouver les endroits où ces différents objets sont impactés, et puis eh bien, il faudra aller dans l'univers et à la main modifier les objets un par un. Et puis, comme toujours, on a le problème du test. Bien entendu, on peut faire un test de syntaxe dans l'éditeur, mais après, il faudra s'assurer que la fonctionnalité reste la même. Donc, très, très, très lourd, je dirais. Et en fait, comme d'habitude, on a mis au point des méthodologies. En fait, celle-là, c'est quelque chose qu'on a adapté dans le cas de Vidéotron, mais finalement, c'est toujours un petit peu la même chose. En fait, on fait un backup, ensuite on fait un assessment pour comprendre ce qui doit passer sur Snowflake, de comprendre les différents métriques. Ensuite, ici évidemment, il faut faire en fait une extraction en masse dont on va discuter après des objets d'univers. Ensuite, on va mettre à jour la base de données. On va importer en fait en masse les objets modifiés. Évidemment, on va tester et documenter. Donc aujourd'hui, en termes de syntaxe, comment tu gères ça avec 360 Gassan? Donc en fait, donc hormis le test qui est toujours important, mais comment tu gères la mise à jour des syntaxes, de la syntaxe? La syntaxe, c'est dans IDT, on l'a fait le check integrity avant de reconnecter à Snowflake. Donc on a un check integrity avant, check integrity après. Et ensuite, au fur et à mesure que le check il nous retourne des erreurs, mais on corrige les erreurs au fur en avançant. Et dans notre plan, on le fait le but, c'est d'arriver au même niveau d'erreur que lorsqu'on avait la connexion à DB2. C'est parce que même si ça donne une erreur, l'objet, il compile, il est toujours bon, mais le check integrity, il te sort comme une erreur parce qu'il n'a pas toute, dans l'étape de test, il n'a pas toute l'information pour aller générer une syntaxe SQL et la valider. Donc, c'est ça, ça veut pas dire que c'est un problème dans l'objet, dans la dimension ou bien dans le query. Et aujourd'hui, quand tu modifies en fait la syntaxe d'un objet à la main, donc en moyenne, et je sais que c'est aléatoire, mais selon ton expérience aujourd'hui, ça prend combien de temps
entre le moment où tu vas ouvrir, que tu vas aller chercher à modifier. Bon, on l'a fait, mais je suis curieux de savoir évidemment, ce que toi tu penses. C'est là où on passe le gros du temps. Ouais. C'est parce que on tombe sur des queries, des filtres complexes, avec des modèles complexes, avec des univers qui se connectent à des dizaines, des fois plus qu'une centaine de tables. Donc, c'est là où on passe le gros de notre temps et tout dépend de la complexité de la syntaxe. Donc, ce qu'on fait, on prend la syntaxe dans IIS, on la roule dans DB2. Dans notre cas, c'est le dbeaver, on se connecte à DB2, on roule la syntaxe. Ensuite, on reprend la syntaxe et on la convertit à Snowflake et on roule dans dbeaver à Snowflake et on s'assure que ça retourne le même nombre de données. Donc, tout dépend de la complexité des commandes, du script SQL et des jointures et de nombre de jointures et de nombre de tables. On peut passer de 3 à 4 jours à amener l'univers à une étape où on peut commencer à faire les tests. Mais c'est ça. Donc, on a toujours le check intégrité de départ et en corrigeant, on l'amène au même niveau ou sinon plus avancé si on peut corriger de choses plus que ça. Mais une fois rendu là, c'est question de... c'est là où le gros du travail qu'on passe, c'est convertir à Snowflake. Ensuite, étant donné qu'on avait déjà fait la migration de UNV à UNX, donc les lots qu'on a testés, ils sont là, on a juste allé rerouler, mais cette fois connecté avec la destination connectée à Snowflake, on fait la comparaison. Donc, on se sert déjà des tâches qu'on a créées pour valider UNV à UNX, mais on se sert à peu près des mêmes tâches pour comparer la UNV, la dev connectée à Snowflake et la prod connectée à IIS pour décider si on est prêt pour aller en production avec l'univers connecté à Snowflake. Et ici aussi, un gros avantage avec 360, c'est qu'en fait, on est capable de tout extraire, en fait, les objets d'univers et on est capable de les extraire, de les exporter sous Excel. Et puis, en fait, à partir de là, on est capable de les mettre à jour, donc en masse. Donc, au lieu de faire ça, en fait, un par un, manuellement, ce qui est extrêmement chronophage, si je ne m'abuse, Ghassan. Oui, mais c'est ça. Nous, on n'a pas eu le temps de valider le 360 Univ parce que on est encore pris avec une migration qu'il faut qu'on avance. Mais on va essayer de valider le 360 Univ pour voir si on peut accélérer la migration. Mais la chose, ce qu'on sort dans le NIV, il sort dans le chiffrier, il va sortir la syntaxe. Nous, on le fait déjà dans l'IDT. Donc, la seule chose qu'on n'a pas encore faite parce que on veut valider, c'est le faire l'importation des changements avec l'outil UNIV. Et Jean-François, je sais que tu fais énormément tu participes, tu supportes énormément de nos clients qui vont du NV à UNX et puis aussi qui ont des changements en fait sur des bases de données. Je sais qu'il y a des possibilités de faire du tagging et en fait, on a eu des cas qui étaient plutôt cool de nos clients qui allaient plus loin d'ailleurs que le projet en partageant ça avec les métiers. Oui, en effet, en se servant de 360 Univ, on peut inclure dans la feuille Excel qu'on voit là des tags, par exemple pour des données sensibles, des données privées, etc., qu'on peut marquer donc avec ces tags dans la feuille Excel. Quand on recharge la feuille, quand on réimporte la feuille Excel, l'univers aura ces tags et les documents qui utilisent ces différents objets pourront être détectés par notamment 360 Eyes et dès lors on pourra par exemple sortir une liste de tous les documents qui contiennent des données sensibles, qui utilisent un de
un ou plusieurs de ces objets marqués comme étant données confidentielles ou quel que soit le cas. Donc, un énorme gain de temps ici quand il s'agit de faire des audits, par exemple. Ouais, on a vu ça l'autre jour avec un client qui était GDPR, en fait, qui avait tagué en fait tous les objets qui étaient des GDPR, en fait, qui étaient capables de ressortir des rapports sur l'usage, le non-usage de ces différents objets. Très bien, on arrive à peu près au bout du webinaire, donc il y avait autre chose et on ne va pas trop entrer en détail, mais aujourd'hui aussi, on a évidemment un framework donc avec un lift and shift, en fait, pour aller sur Snowflake. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, peut-être qu'on le partagera d'ailleurs dans le suivi, on a un e-book qui a été fait, je crois qu'il doit faire 70 pages, donc qui explique comment aller sur Snowflake, donc c'est extrêmement détaillé, extrêmement bien fait. Donc ça, c'est un scénario de lift and shift qui n'est pas le cas de Gassan parce qu'il y a des changements à faire au niveau des requêtes SQL. Évidemment, ici, c'est une partie qui est plus avancée, qui correspond beaucoup plus à ce que Gassan a fait. Donc évidemment, avec 360, sur des éléments différenciants, ben, évidemment, on est capable de repointer, on est capable de documenter et de tester. Donc en fait, ça, c'est des choses qui sont extrêmement manuel et puis au bout, il faut toujours vérifier tout le travail qui a été fait. En termes de solutions 360, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter dessus pour découvrir un petit peu plus la suite 360, en fait, qui est extrêmement riche. Donc, ça va aussi bien du test, de la planification, de l'extraction de métadonnées, du versioning. Donc, il y a énormément de choses qu'on est capable de faire aujourd'hui sur 360. Et évidemment, ce sont des solutions à la carte. Et puis, pour terminer, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on supporte donc plus uniquement Business Object, on supporte Tableau et Power BI. Donc, on a des solutions de gouvernance analytique qui permettent en fait de tester donc vos dashboards, vos documents, de gérer le lifecycle management et puis évidemment de mettre ça dans des process de monitoring continu. Donc ce sont des solutions qui fonctionnent extrêmement bien. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une ou deux remarques encore, Gassan, Jean-François, avant qu'on se quitte. Non, si quelqu'un veut avoir un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on a fait, je suis joignable sur LinkedIn, je pourrais leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait pour les guider un petit peu dans Stockcast et leur montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait de notre côté, si jamais quelqu'un a besoin d'aide. Très bien. Et encore une fois, grand merci à toi, grand merci en fait à toute l'équipe Vidéotron aussi de votre confiance. On est ravis de travailler avec vous et puis on est surtout ravis de vous voir économiser du temps, économiser de l'argent sur ce projet-là et puis dans l'avenir aussi. Donc ça fait toujours très très plaisir de voir des clients comme vous en fait de partager vos retours d'expérience. Donc ça c'est toujours plutôt cool. Et nous, voilà. on apprécie votre support et l'aide et la malléabilité. On ne va pas retourner à ce qui est arrivé avant de signer, mais c'est bien apprécié l'aide que nous avons eue de votre part. Ouais, ça, cette partie d'avant, c'était de justifier, comme disait Serge avant. Oui. Évidemment, c'est un investissement, donc il faut justifier, et puis c'est intérêt à avoir du retour, ce qui est normal. Donc, ouais, bon, ça, j'ai envie de dire, c'est tout à fait de bonne guerre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait? Est-ce que demain, tu referais le même investissement, Gassan? Oui, on va s'en servir aussi pour la migration à 4.3. On maîtrise la plateforme, on maîtrise votre outil. Donc, pour nous, c'est rendu indispensable, surtout si tu veux rouler avec un minimum d'effectifs pour faire faciliter un petit peu tes tâches d'administration dans les plateformes. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, grand merci Gatan, merci beaucoup de ta confiance. Grand merci Jean-François aussi d'avoir aidé à avoir préparé en fait toute la présentation. Grand merci à Jade, grand merci à Tony aussi et puis à toute l'équipe marketing de chez Wisdom qui ont permis d'organiser aussi ce webinaire. Donc voilà, c'était cool de vous avoir tous et puis merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.